Il existe un moment dans toute confrontation entre grandes puissances où l'initiateur de la crise découvre que son action n'a pas projeté de force. Il a révélé avec une précision chirurgicale et coordonné les actes de sa propre vulnérabilité. Ce moment vient peut-être de se produire dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont imposé un blocus du détroit d'Ormuz pour signaler leur détermination militaire face à l'Iran. Ce qu'ils ont réellement signalé au reste du monde, c'est l'endroit précis où s'arrête leur puissance stratégique et où commence celle de la Chine. Un pétrolier lié à des intérêts chinois, le Star Rush, a traversé le détroit après l'entrée en vigueur du blocus. Il n'a pas été arrêté. Il n'a pas été contraint de faire demi-tour. Il n'a pas été abordé. Il a simplement traversé malgré les sanctions américaines déjà imposées contre ce navire, malgré la présence dans ces eaux de la force navale la plus puissante de l'histoire. Les analystes militaires débattront des explications opérationnelles, zones non couvertes, décisions de commandement évitant un incident bilatéral direct, règles d'engagement limitant l'intercession d'un cargo commercial isolé. Toutes ces lectures peuvent contenir une part de vérité. Aucune ne change l'essentiel. Ce que les gouvernements du monde entier ont observé, c'est un pétrolier lié à la Chine traverser un blocus américain sans conséquence. La perception qui s'installe dans chaque capitale observant cette confrontation est identique. Le blocus a une limite. Cette limite, c'est la Chine. Et la Chine vient de le démontrer publiquement, délibérément et sans en subir le moindre coup apparent. Dans la compétition stratégique entre grandes puissances, la perception compte souvent autant que la réalité opérationnelle. Pékin n'avait pas besoin de vaincre la marine américaine dans le détroit pour établir ce point. Il lui fallait un navire, un passage réussi et un cycle médiatique. Il dispose désormais des trois. Un blocus qui ne peut être qu'appliqué contre un navire sanctionné appartenant à la deuxième économie mondiale n'est pas un blocus. C'est une déclaration. Et une déclaration dont les limites viennent d'être exposées à la face du monde. Simultanément, Xi Jinping conduisait cette semaine une offensive diplomatique d'une ampleur inhabituelle. Les Émirats arabes unis, l'Espagne, la Russie. Trois engagements qui, pris ensemble, dessinent l'architecture d'une coalition en construction, sans traité formel, sans annonce officielle, mais avec une cohérence stratégique difficile à nier. Aux Émirats arabes unis, le message de Pékin est limpide. Nous voyons votre vulnérabilité. Nous nous opposons à l'action qui la crée et nous nous positionnons comme le partenaire qui protégera votre intérêt énergétique à l'avenir. Abu Dhabi n'est pas un adversaire de Washington. Le pays accueille les installations militaires américaines et maintient une intégration profonde dans le système financier dominé par les États-Unis. Mais sa survie économique dépend d'un accès non entravé aux marchés mondiaux via Hormuz. Lorsque la puissance qui obstrue le détroit est l'Amérique et que la puissance qui s'y oppose diplomatiquement est la Chine, le calcul stratégique des États du Golfe commence à se reconfigurer. Même des ajustements marginaux dans leur alignement ont des conséquences majeures sur la position régionale américaine. En Espagne, Pedro Sánchez s'est rendu à Pékin pour souligner l'importance du droit international et appeler la Chine à jouer un rôle accru dans un ordre mondial multipolaire. Un membre fondateur de l'Union européenne et allié de l'OTAN valide ainsi publiquement la position chinoise. Le blocus violerait les principes fondamentaux de l'ordre international et un système multipolaire intégrant l'influence de Pékin serait préférable à la domination unipolaire américaine. Ce n'est pas une rupture formelle avec l'Alliance Atlantique, mais c'est un signal institutionnel qui résonne à Bruxelles, Berlin et Paris, où une conversation profonde se tient sur ce que signifie pour les intérêts européens le retrait américain des normes que Washington prétendait pourtant défendre. Avec Lavrov à Pékin, la phase visible d'une coordination sino-russe bien plus opérationnelle que ce qui est publiquement admis se matérialise. La Russie et la Chine ne sont pas des alliés formels liés par un traité, mais elles gèrent conjointement une confrontation qu'elles perçoivent toutes deux comme une opportunité historique, démonter les limites de la puissance américaine et accélérer la transition vers un ordre multipolaire. Pris ensemble, ces trois engagements couvrent la sécurité énergétique du Golfe, la légitimité institutionnelle européenne et le poids stratégique euro-asiatique, les trois piliers d'une coalition définie non pas des traités, mais par un intérêt commun. Montrer que l'action unilatérale américaine dans les espaces stratégiques mondiaux peut être contestée, résistée et finalement renversée. Le ministre chinois des Affaires étrangères a qualifié le blocus américain de dangereux et irresponsable. Ces deux mots méritent une lecture précise. Dangereux est une affirmation juridique et stratégique. Elle positionne le blocus comme une menace à la paix et à la sécurité internationale. Un langage qui renvoie directement au cadre de la Charte des Nations Unies dans lequel les États-Unis prétendent pourtant inscrire leurs actions. La Chine ne critique pas une politique américaine. Elle se présente comme la défenseur des principes fondamentaux de l'ordre international, des principes qu'elle affirme respecter plus scrupuleusement que leurs propres architectes. Irresponsable est une accusation réputationnelle adressée à un public très précis. Les pays du Sud global, les États non alignés, les nations qui ont été pendant des
décennies exhorté par Washington à respecter les règles, les normes et la responsabilité dans le système international. Le message envoyé à ces gouvernements est direct. Les États-Unis ne sont pas un gestionnaire fiable des biens communs mondiaux. Émis depuis Pékin, avec la crédibilité des relations économiques dont dépendent la plupart de ces États, ce message a un poids considérable. Le véritable destinataire de cette déclaration n'est pas Washington, qui ne modifiera pas sa politique de blocus parce que Pékin la qualifie d'irresponsable. Ce sont tous les gouvernements situés entre les deux capitales qui n'ont pas encore choisi leur camp dans cette confrontation et auquel la Chine propose un cadre de lecture. Le camp américain est celui de l'instabilité et de l'illégalité. Le camp chinois est celui du droit, de la diplomatie et de la sécurité énergétique. La réception de ce message dans les capitales d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine façonnera le paysage stratégique de ce conflit bien après la fin des opérations militaires immédiates. Le schéma de dommages économiques du blocus d'Ormuz est en train d'éroder la coalition politique dont dépendent des opérations américaines et cette dynamique est largement sous-analysée. Les États-Unis ne dépendent plus significativement des importations pétrolières du Golfe. La restauration énergétique américaine des 15 dernières années isole l'économie domestique des perturbations d'approvisionnement venant de la région. Washington peut donc maintenir le blocus sans subir immédiatement une pression politique interne suffisamment forte pour forcer un retrait. Les économies qui subissent immédiatement ces perturbations sont l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et les États européens, autant d'alliés américains. Ce sont leurs populations qui absorbent les chocs sur le prix de l'énergie, l'inflation, la hausse des coûts de transport et de production industrielle. Les citoyens ordinaires sans intérêt stratégique dans le dossier iranien et sans volonté d'en supporter le coût. Leurs dirigeants se retrouvent dans une situation structurellement insoluble. Ils ne peuvent rompre publiquement avec Washington sans mettre en danger leurs relations sécuritaires, mais ils ne peuvent pas absorber définitivement des hausses énergétiques prolongées sans mettre en danger leur suivi politique intérieur. La pression qu'ils exercent en privé sur Washington, pression qui n'apparaîtra jamais dans un communiqué officiel, mais qui influence chaque décision opérationnelle américaine dans le Golfe, est déjà substantielle et s'intensifie chaque semaine. L'offensive diplomatique chinoise est en partie construite pour offrir à ces gouvernements une couverture politique leur permettant de résister au blocus sans rompre formellement leur alliance. Lorsque Madrid se rend à Pékin pour défendre le droit international à l'unilatéralisme américain, il envoie un signal à tous les alliés. La prise de distance publique avec la politique de Washington est désormais légitime et institutionnellement accompagnée. La confrontation autour d'Ormuz s'ouvre désormais sur 3 trajectoires plausibles. La première, le blocus tient, mais à un coût croissant. Les forces navales américaines maintiennent le contrôle physique du détroit, mais les coûts diplomatiques s'accumulent. Les alliances se fragilisent et la Chine sort de la crise avec un capital stratégique et réputationnel considérablement renforcé. La deuxième, un incident naval direct États-Unis-Chine. Un navire suffisamment déterminé dans sa tentative de passage force une décision américaine, fait appliquer le blocus et risquer un engagement direct avec Pékin pour céder et reconnaître publiquement que le blocus ne s'applique pas au trafic chinois. Les deux sont désormais sur la table d'une manière qui n'existait pas avant le passage du Star Rich. La troisième, la pression économique impose une modification discrète de la politique américaine avant toute escalade militaire. Non pas une capitulation publique, mais un ajustement de fait permettant la reprise partielle des flux énergétiques, tout en maintenant la revendication politique d'un blocus toujours en vigueur. La Chine présente cela comme une victoire de la pression multilatérale. Washington présente cette adaptation comme conforme à sa conception initiale. La fiction publique est maintenue, mais la réalité stratégique est comprise par tous les gouvernements concernés. La Chine n'a pas tiré un seul coup de feu. Elle n'a pas envoyé de navires de guerre en confrontation directe avec la marine américaine. Elle n'a émis aucune menace militaire ni ultimatum formel. Elle a envoyé un pétrolier, tenu 3 réunions diplomatiques et publié une déclaration de 2 mots. Et ce faisant, elle a potentiellement infligé davantage de dommages à la position stratégique américaine au Moyen-Orient que l'ensemble de l'arsenal balistique iranien, parce qu'elle a révélé de manière impossible à dissimuler que la puissance américaine dans les espaces maritimes mondiaux a une limite et que cette limite n'est pas imposée par une résistance militaire, mais par l'interdépendance économique, la légitimité diplomatique et une réalité arithmétique simple. Un blocus qui ne peut être appliqué contre la deuxième économie mondiale n'est pas un blocus. Les États-Unis sont entrés dans le détroit d'Ormuz pour projeter leur puissance. Ce qu'ils ont projeté à la place, c'est l'emplacement précis de leurs contraintes. Et dans la compétition stratégique du 21e siècle, connaître la contrainte de son adversaire vaut presque autant que disposer d'une capacité militaire supérieure. La Chine le sait désormais et le monde
entier sait que la Chine le sait. Ce qui, en géopolitique, est souvent ce qui compte le plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce décryptage. Abonnez-vous à la chaîne, donnez vos avis dans les commentaires et activez la notification pour ne rien manquer de nos prochains décryptages.